USA Today. Et c'est des États-Unis que vient l'indicateur du jour, celui qui a fait basculer dans le rouge très clairement les indices. L'inflation américaine, les prix à la consommation, le 10 ans américain tout à l'heure est remonté largement au-delà des 4%. Grégory Volokin est avec nous. Bonjour Grégory, le président de Mescart Financial Services. Les prix à la consommation aux États-Unis, oui, ralentissent, mais ralentissent moins que prévu. Ils ralentissent si on est optimiste, et si on regarde certains détails, en fait, ils accélèrent à la hausse. Vous regardez par exemple le prix à la consommation mois sur mois avec la nourriture et avec l'énergie, c'est une hausse de 0,4%. Le mois dernier, c'était 0,1%. Vous regardez avec, par exemple, la nourriture et l'énergie sur une année, c'est une hausse de 8,2%. Vous allez me dire, bon, enlevons l'énergie, enlevons la nourriture, c'est là qu'il y a le plus d'inflation. Le problème, c'est que là, en enlevant ces deux postes, l'inflation arrive beaucoup plus élevée que prévu. 0,6% mois après mois sur le prix à la consommation sans la nourriture et sans l'énergie, et 6,3% sur l'année. Donc tout ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en fait que l'inflation maintenant, on peut dire, n'est plus vraiment due à ces facteurs qu'on connaissait tellement bien, qui étaient l'énergie et la nourriture, mais que l'inflation est partout. Alors la preuve, par exemple, c'est l'inflation au niveau des services. Sur le mois, au niveau des services, les services, c'est un peu tout, que ce soit les restaurants, les voyages, etc., hausse de 0,8%. Au niveau des transports, sur le mois, en hausse de 1,9%. Au niveau des voitures, des nouvelles voitures, en hausse de 7% sur le mois. Qu'est-ce que ça veut dire encore? Ça veut dire qu'en fait, cette inflation, ça va être très, très difficile de la faire partir. Je le répète toujours, une fois que les prix ont monté, en général, ils ne baissent pas. Quant à l'autre chose qu'il faut noter, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'Américain, du consommateur avec cette inflation? Tout simplement, son revenu annuel ajusté pour l'inflation est en baisse de 3%. C'est que des mauvaises nouvelles. Très, très difficile de voir une seule bonne nouvelle dans ces chiffres. Il ne s'agit même plus de dire si la Fed monte les taux de 75 points de base au mois de novembre. Peut-être la même chose au mois de décembre, ce n'est pas là le problème. Le vrai problème n'est pas non plus de savoir si on aura une récession. On aura une récession. Le vrai problème, c'est de savoir est-ce que le système financier peut soutenir ce genre de choc au niveau des taux d'intérêt. Donc, est-ce que le risque systémique va revenir comme il était là en Angleterre, revenir aussi aux États-Unis? On n'en est pas encore là, mais je dirais que c'est ça qui fait surtout réfléchir les participants au marché financier. Et Yannick Lopez nous disait tout à l'heure pour OFIAM qu'après ce chiffre d'inflation, donc supérieur aux attentes, eh bien le marché allait sans doute revoir à la hausse son estimation du taux final de la Fed, le taux jusqu'auquel la Fed resserrera sa politique, qui pourrait ce taux peut-être atteindre les 5%. On verra. En tout cas, le 10 ans américain remonte actuellement à un peu plus de 4%. Face à l'inflation, on voit ici en France un certain nombre de revendications salariales, les grèves. Grégory, on en parle d'ailleurs aussi chez vous aux États-Unis, les grèves ici en France dans les raffineries. Est-ce que vous sentez les mêmes phénomènes aux États-Unis? Les syndicats de l'acier, notamment, très présents aujourd'hui dans le débat. Est-ce que ce qui se passe ici en France pourrait avoir lieu ou commence déjà à avoir lieu chez vous? En fait, ça a lieu chez nous. Il y a aussi eu des grèves, il y a aussi des concertations avec les syndicats. Sauf que là, je dirais, les syndicats ont obtenu, par exemple, au niveau de l'aciérie, des améliorations qui sont alors extrêmement importantes. À lire les chiffres, ça va faire envie à la CGT, je dirais. Donc, ces employés de Cleveland-Cliffs, qui est la plus grosse aciérie aux États-Unis, ils obtiennent une augmentation de salaire de 20%, 14% cette année et 4% les 2 années prochaines, 3% la dernière année. Ils obtiennent une prime de $20 de l'heure sur toutes les heures qu'ils ont travaillé le dernier trimestre. Je l'ai fait le calcul, c'est pas difficile. Chaque employé va toucher pratiquement $10 000 de prime avec son salaire la semaine prochaine. Voilà où on en est. C'est-à-dire que là, les compagnies aux États-Unis n'ont pas le choix. Elles cèdent. C'est vraiment un monde un peu différent, je dirais, que celui de la France. 20% de hausse, $10 000 de prime. On en est, je pense, très très loin en France. Et puis encore autre chose, aujourd'hui, on apprend l'augmentation de la sécurité sociale. Il faut qu'elle soit ajustée, évidemment, ces primes de sécurité sociale à l'inflation. En 2023, cette sécurité sociale est ajustée en hausse de 8,3%. Donc, pour tous les rentiers, tous les gens qui touchent la sécurité sociale, une hausse de ces rentes de 8,3%.
Les rentiers, c'est intéressant, non? Mais voilà, c'est le regard américain aussi sur tout cela. Grégory, demain, les publications d'entreprises vont accélérer avec les banques qui vont commencer à annoncer leurs résultats, leurs perspectives. Aujourd'hui, on a déjà quelques annonces aussi dans le secteur de la consommation, le secteur aérien et dans la tech. Est-ce que les publications du jour nous informent beaucoup, de façon précise, sur l'état de l'économie américaine, des consommateurs et de l'inflation chez vous? Si on passe 5 minutes à regarder ces 3 compagnies, je dirais, on peut avoir tout compris sur l'économie. Alors, faisons simple, Applied Materials, l'équipement qui est semi-conducteur, qu'est-ce qu'ils disent? La demande est en baisse. Et puis, à cause de tous ces problèmes d'embargo avec la Chine, ils doivent déjà avoir 400 millions de revenus le trimestre prochain. Donc, très négatif. Le titre baisse, c'est normal. On sait les problèmes dans les semi-conducteurs, on en parle tous les jours. Une autre compagnie qui est beaucoup plus proche, je dirais, du consommateur, c'est Walgreens, c'est la grande chaîne de drugstore. Là, les chiffres sont bons. Ils prévoient une hausse des ventes de 8 à 10%, une hausse des profits. Mais qu'est-ce que ça nous dit une fois de plus? Ça veut dire que les ventes augmentent parce que les prix augmentent. Et ça veut dire aussi que, en fait, les gens vont dans les drugstores parce que c'est là qu'on trouve très souvent les produits de première nécessité, même de la nourriture. Donc, il n'y a pas trop de quoi se réjouir. Et en plus, comme je le disais, c'est basé, ces bons résultats, cette bonne guidance, comme on dit, c'est basé vraiment là sur des hausses des prix. Et puis alors, le dernier exemple, c'est Delta Airlines. On sait qu'actuellement, les Américains sont vraiment revenus dans les avions. Hein, c'est 90% d'occupation, les avions. Delta, ils ont gagné beaucoup d'argent, mais en plus, ils disent le prochain trimestre, ils prévoient encore une hausse de leurs profits. Et aussi, ils voient très nettement le retour de la clientèle business, qui est évidemment beaucoup plus. Alors là non plus, ce n'est pas forcément des bonnes nouvelles, parce que tout simplement, les tarifs aériens, ils rentrent aussi dans toutes les mesures d'inflation. Et c'est clair, je peux en témoigner, selon les destinations aux États-Unis, en l'espace de 6 mois, il y a des tarifs qui ont doublé, voire triplé pour la même destination. Donc oui, c'est des nouvelles qui nous montrent où on en est vraiment dans des industries différentes, mais qui, je dirais, concernent le consommateur directement. Et un reflet intéressant aussi de